Oui, alors, j'étais en train d'expliquer, sur, le problème de la finalité de la science, que, l'empirisme que j'évoquais tout à l'heure, conduit en fait un peu fatalement, à, proposer en fait, une finalité très, très restreinte, hein, pour la science, une finalité pragmatique, hein, en considérant que finalement, bon, bah, puisque la science ne peut pas vraiment accomplir sa mission, de trouver des vérités, et bien en fait, bon, elle nous servira essentiellement, à établir des techniques, hein. Alors bon, c'est très bien en fait d'établir des techniques, mais il n'y a pas de problème. Trouver des débouchés industriels, inventer des machines, c'est formidable. Mais moi, il me semble que c'est pas du tout cela en fait. Enfin, on ne peut pas réduire euh, la vocation de la science, le but de la science à cela, hein. C'est une façon de voir extrêmement réductrice, hein, et qui en fait a anéanti l'idée même de la science, le projet même de la science, le projet même d'une recherche de la vérité, hein. Et puis cette même vision empiriste conduit aussi, je crois, fatalement à une forme d'arrogance du passé, c'est-à-dire à une forme de table rase. Ainsi, la vérité scientifique est fondée bon, sur des expériences, ça veut dire que finalement, bon, bah, des expériences nouvelles vont venir remplacer les erreurs du passé, hein, et que par conséquent, il n'y a pas tellement à s'intéresser au passé, il n'y a pas tellement à s'interroger sur le passé, puisque finalement, le progrès est amené nécessairement à voilà, décapiter ou déblayer les vestiges du passé, et donc on n'aurait pas tellement à en tenir compte. Je crois que cette mentalité est grandement encouragée par une certaine vision de la science, une certaine vision de la science. Voilà. Alors, je vous propose, pour commencer dans le grand 1, je vous propose de réfléchir à un problème extrêmement classique. À elle seule, l'expérience suffit-elle à nous instruire? C'est le problème de l'empirisme, hein, par lequel je vais débuter. Alors, je répète ce que je disais dans la précédente vidéo. L'empirisme, c'est l'idée que toutes nos connaissances viennent des sens, hein. Et c'est vraiment donc le sujet qu'il s'agit de discuter dans ce cours. Alors, si vous voulez, vous avez des philosophes comme par exemple John Locke, qui, au XVIIe siècle, estime que toutes nos connaissances viennent de l'expérience, c'est-à-dire que il n'est rien dans l'esprit qui ne soit d'abord passé par les sens, hein. C'est ainsi qu'il résume lui-même sa célèbre théorie, hein. Tout ce qui est dans notre esprit est passé par les sens, et donc par les sensations, et donc par conséquent notre esprit est une sorte de bloc de cire ou encore de page blanche sur lequel plutôt l'expérience vient déposer ses caractères, et ce sont ces marques qui vont constituer nos idées, c'est-à-dire qu'en fait notre esprit est totalement vierge initialement de toute forme d'idée, de toute forme de connaissance, et nous avons au fur et à mesure des expériences qui viennent inscrire en nous des débuts de vérité, enfin disons plus exactement, je devrais dire des débuts d'impression qui vont donner lieu ensuite à des idées, hein. Et ainsi notre esprit se remplirait progressivement. Alors, il est courant également d'employer l'image de la table rase pour désigner cette théorie, même si John Locke ne l'emploie pas, il emploie l'image de la page blanche, pardon, ou du bloc de cire, mais bon, après tout, pourquoi pas employer cette image très classique, la table rase, hein. Notre esprit est une table rase, il n'y a rien dessus, et puis progressivement l'expérience vient ajouter, accumuler des connaissances. Alors, à cette image, Leibniz opposait une réponse demeurée fameuse par sa concision. Il n'est rien dans l'esprit qui ne soit passé par les sens, disait-il, soit, sauf l'esprit, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien tout de même supposer qu'il y a déjà une structure. L'esprit, c'est pas rien en fait. Quand on dit une table, un bloc de cire, une page blanche, c'est tout à fait trompeur d'imaginer en fait que ce soit donc comment dire une entité fantomatique qui ne soit pas déjà structurée par certains concepts, par certaines représentations, certaines intuitions, hein. Et donc Leibniz en fait propose qu'il y a déjà une certaine structure de l'esprit, une certaine structure préexistante qui précède les contenus qui vont être apportés par l'expérience. Alors, je crois que c'est cette vision-là qui est la plus exacte, et
ce que je vais essayer de vous expliquer à travers ce cours, c'est que nos connaissances ont certes besoin de l'expérience, mais cela ne signifie absolument pas que toutes nos connaissances proviennent de l'expérience, hein. Je paraphrase ici en fait une célèbre formule de Kant, qui lui aussi est tout à fait critique par rapport à l'empirisme, et qui lui propose donc une vision qui me semble beaucoup plus proche de la vérité, hein, selon laquelle en fait, oui, l'expérience est absolument nécessaire pour fournir un contenu à nos connaissances, mais l'expérience ne suffit pas à expliquer nos connaissances, car à elle seule, l'expérience ne fournit jamais que des contenus désordonnés, chaotiques, incompréhensibles, et nous avons besoin en fait de connaissances a priori, c'est-à-dire de concepts qui ne viennent pas de l'expérience, hein, pour former nos connaissances. Voilà. Alors, pour le montrer, je vais prendre un exemple très célèbre, en fait, un exemple que je vais suivre quasiment dans tout le cours. Je vais prendre l'expérience en fait de la cosmologie antique. C'est-à-dire que enfin, pardon, oui, c'est pas exactement la démonstration du point précédent. Je devrais préciser. C'est en fait la démonstration de l'insuffisance, plutôt de l'expérience par elle seule, hein. L'expérience, à elle toute seule, ne suffit pas à produire une connaissance de l'univers. Et donc, par exemple, la connaissance moderne de l'univers, c'est-à-dire l'invention, la découverte plutôt de l'héliocentrisme, ne vient pas uniquement de l'expérience. Il faut de dire que c'est le retour de l'expérience contre des théories antiques qui auraient été complètement abstraites. En fait, c'est exactement le contraire. La vérité, c'est que le géocentrisme, hein, l'idée que donc la Terre est au centre, et c'est le centre de rotation de tous les astres. Le géocentrisme est une théorie qui est fondée sur l'expérience en réalité. C'est pas du tout une cosmologie absurde. Enfin, c'est que je veux dire, les anciens, c'est pas des types qui croyaient qu'ils n'avaient jamais vu tomber une salière, quoi, hein. Pas du tout. Et en fait, la théorie géocentrique, elle est très empirique. Elle est même beaucoup trop empirique, hein. Pourquoi? Parce que si on s'attache simplement à décrire la structure du monde. Bon, la structure du monde, bon, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que tous les jours le soleil traverse le ciel, hein, et quand la nuit on observe les étoiles, eh bien on n'a pas du tout l'impression de voyager au milieu des étoiles, on a plutôt l'impression que ce sont les étoiles qui tournent autour de nous, hein. Je veux dire, d'un point de vue strictement empirique, c'est ça qui apparaît, hein, c'est pas autre chose. Si vous me dites mais non, voyons, c'est pas les étoiles qui bougent autour de nous, c'est nous qui nous déplaçons. J'ai juste envie de dire dans ce cas-là que ça ne correspond absolument pas à l'expérience que j'ai sous les yeux. Bon. Alors, si je me fie simplement à l'expérience que j'ai sous les yeux, je vois en fait une multitude de points qui se déplacent autour de moi et qui se déplacent avec une incroyable régularité, puisque ces points ne sont pas du tout animés par la même vitesse, hein. Il y a certains points qui vont, au cours de la nuit, faire beaucoup plus de trajets que d'autres, hein, dans le même temps. C'est-à-dire, en fait, les étoiles qui sont plus proches de l'horizon vont parcourir apparemment une distance beaucoup plus importante que celles qui sont davantage vers le zénith, enfin je veux dire davantage vers le haut, quoi. Bon. Et quand j'observe complètement le ciel, j'aperçois surtout qu'il y a un point qui ne bouge pas du tout, celui que l'on appelle l'étoile du Nord, hein, et qui lui ne bouge absolument pas pendant, enfin du moins en apparence, hein, pendant la nuit. Bon. À partir de ces quelques observations, il était quand même parfaitement logique d'imaginer que nous sommes, pour ainsi dire, au centre. Imaginez-vous une map monde, imaginez-vous que vous puissiez pénétrer à l'intérieur du centre de la map monde pendant que on fait tourner celle-ci, et que tandis que vous êtes au centre de la map monde, vous apercevez
la voûte de la map monde au-dessus de vous avec des points qui tournent. Et vous aurez en fait exactement l'explication du phénomène que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire certains points vont bouger beaucoup plus vite que d'autres, hein, mais tous vont garder en fait entre eux exactement la même structure, la même position, la même relation. Hein, c'est-à-dire en fait qu'il y aura des constellations en somme. Bon. Et donc à partir de ces observations empiriques, je veux dire qui n'ont jamais été démenties jusqu'à l'invention finalement des instruments d'optique moderne, hein, à partir de ces observations, il était absolument nécessaire de conclure que la Terre est le centre de l'univers. Hein, et à partir de là, les anciens ont construit une cosmologie tout à fait cohérente, tellement cohérente qu'elle a pu durer jusqu'à Galilée quand même, c'est-à-dire qu'elle a pu traverser quasiment 20 siècles. Hein. Bon, pas parce que nos prédécesseurs étaient des abrutis, hein, c'est parce que c'était extrêmement cohérent et extrêmement empirique, surtout extrêmement empirique. Hein, on n'a jamais trouvé de phénomène montrant le contraire pendant 20 siècles peut-être. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils en ont conclu? D'abord, premièrement, la Terre n'est pas une planète. C'est-à-dire que la Terre n'est pas du tout un astre du même genre que la Lune, que le Soleil ou que Vénus, Mars, etc. Tout ça, ce sont des planètes pour les anciens. Hein. C'est-à-dire que ce sont des astres qui ont une course différente des étoiles. Les étoiles ont toujours le même parcours autour de nous, toutes les nuits. Hein, ça se reproduit exactement à l'identique. On n'en voit jamais une qui va d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais par contre, on observe qu'il y a un certain nombre d'astres, alors 7 pour les anciens, qui, eux, n'obéissent pas exactement au même mouvement. Ces astres qui se promènent, donc de façon plus ou moins aléatoire, en grec planein, ce sont donc les planètes. Le mot planète vient du verbe se promener, puisque ce sont des astres qui n'obéissent pas à la marche générale des étoiles. J'insiste sur le fait que le Soleil est une planète pour les Grecs. Mais la Terre n'est pas une planète. Hein. C'est-à-dire que la Terre ne bouge pas. La Terre, par définition, est immobile au centre de l'univers. Hein, je vous donnerai tout à l'heure une raison pour laquelle la Terre ne peut pas être animée de mouvement, hein, selon eux. Par contre, la Lune n'est pas un satellite, la notion de satellite n'existe pas. Hein. Je veux dire, on n'a jamais pu comprendre ce que c'est que la notion de satellite avant Galilée, avant à peu près les années 1604. Hein. Donc la Lune n'est pas un satellite, c'est une planète, exactement au même titre que Mars, Vénus, etc. Hein. Et donc à partir de là, voilà, la Terre est un point immobile au centre de l'univers. Enfin, disons pour l'époque, on dit le monde plus exactement. Alors, on observe donc qu'il y a certains mouvements qui sont parfaits, c'est le mouvement des étoiles, et puis des planètes, mais qui est quand même très régulier, même s'il n'est pas autant que celui des étoiles. Hein. Et puis on observe par contre autour de nous, sur Terre, des mouvements qui sont complètement aléatoires. Il n'y a jamais deux phénomènes qui se répètent absolument à l'identique. Hein. Et les Grecs étaient extrêmement conscients, extrêmement avertis du fait que les événements, les phénomènes sur Terre ne se reproduisent jamais à l'identique. Les saisons ne se reproduisent jamais à l'identique. La même stratégie dans une bataille ne donnera jamais deux fois le même résultat. On ne trouvera jamais deux êtres humains absolument identiques, etc., etc. Autrement dit, en fait, il y a deux mondes. Enfin, je veux dire par là que ce qui se passe tout ce qui concerne au-dessus de la Lune, hein, est parfait, c'est-à-dire le monde céleste connaît des mouvements qui sont parfaitement descriptibles, réguliers, et puis tout ce qui se passe en dessous de la Lune, c'est-à-dire dans ce centre du monde, dans ce qu'on appelle le monde sublunaire, c'est-à-dire sous la Lune, hein, c'est le lieu en fait des mouvements imparfaits, des mouvements qui sont un peu imprévisibles, qui ne se reproduisent jamais à l'identique et qui sont, autrement dit, un peu brouillons. En fait, si vous voulez, si les Grecs se placent eux-mêmes au centre de l'univers, ce n'est pas du tout parce qu'ils sont persuadés que c'est un point favorisé. C'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que le centre de l'univers, c'est la Terre, c'est une poubelle. C'est-à-dire que c'est là où tombent tous les corps lourds qui ne peuvent pas participer à la perfection du mouvement céleste. Hein. C'est-à-dire que c'est, en fait, vous savez, comme
les petites saletés qu'on trouve quand on dévisse le siphon d'un évier. Voilà, c'est ça en fait. La Terre, c'est tous les trucs lourds qui tombent là. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de mouvement, que la Terre ne peut pas être en mouvement continu, hein, puisque sur la Terre, il n'y a que des mouvements temporaires et imparfaits. Hein. À partir de là, une théorie du mouvement tout à fait cohérente et tout à fait empirique, hein, c'est-à-dire qu'il y a certains corps qui sont par leur nature appelés à monter, ce sont des corps légers, et puis d'autres corps qui montent vers le haut, hein, et d'autres corps qui par leur nature sont appelés à tomber lamentablement et à descendre donc vers le centre de la Terre. Ce sont les corps graves, c'est-à-dire les corps pesants, les corps massifs. Alors, cette théorie donc signifie qu'il y a du haut et du bas, que le haut et le bas ce ne sont pas des concepts relatifs, mais ce sont des concepts en fait qui décrivent en fait des lieux vraiment différents dans l'univers. Les lieux de l'univers antique ne sont absolument pas interchangeables entre eux. Hein. Tout est polarisé, il y a une polarité vers le centre, et c'est vers le centre que tombent tous les objets lourds. Hein. Tandis que les corps légers, comme le feu, comme eux vont tendre vers le haut. Bon, et ces mouvements, ça c'est ce qu'on appelle le mouvement naturel. Les corps lourds tombent vers le bas, les corps légers montent, excusez-moi, vers le haut, c'est-à-dire tendent à s'éloigner du centre de la Terre. Ça c'est le mouvement naturel. Le mouvement violent, c'est le contraire. Violent, en fait, ça signifie pas un mouvement sanglant. Non, violent, c'est-à-dire en fait contraire à la nature. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez une pierre et que vous la jetez vers le ciel, eh bien, vous ne pourrez pas vaincre la nature du mouvement naturel, qui est que les corps lourds tombent vers le sol. C'est-à-dire que aussi fort que vous jetiez la pierre, elle retombera toujours. Et voilà, ça c'est un phénomène, je veux dire, complètement empirique. On n'a jamais pu voir le contraire avant le XXe siècle, enfin je veux dire avant le Spoutnik. Hein. Avant, autrement dit, la première fois que les hommes ont réussi à mettre un objet en orbite autour de la Terre, cette observation empirique à laquelle les Grecs étaient si sensibles, cette observation empirique n'a jamais pu être démentie, hein, par une autre observation empirique, d'accord? Donc vous comprenez, c'est sur ce genre de phénomène, je veux dire, imparable, hein, que les Grecs ont fondé leur théorie du mouvement, avec cette idée finalement donc que le corps, le mouvement dépend de la nature du corps. Donc il y a certains corps dont la nature est fatalement de tomber, puis il y a d'autres corps dont la nature est fatalement de monter. Et on ne peut pas vaincre ici la nature, hein, le mouvement violent ne peut pas s'émanciper, si vous voulez, de la nature des corps. Hein. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de loi du mouvement. J'expliquerai ce point plus précisément peut-être dans la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, retenez bien ceci, c'est que l'expérience ne suffit pas à fonder des observations correctes. Hein. Et même l'expérience à elle seule est extrêmement trompeuse. Voilà, j'arrête ici, la suite dans la prochaine vidéo.